Bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre « Le yoga pour les hommes ». Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. Aujourd'hui, je reçois Camilla Gota, danseuse, professeure de pilates et praticienne de rolfing. Dans cet épisode, elle nous explique ce qu'est le rolfing, comment fonctionnent les fascias et comment ils peuvent influencer notre posture, nos mouvements, mais aussi notre psyché. Salut Camilla. Salut Adrien. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci de venir dans La Tête aux Pieds. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, déjà merci de m'avoir invité. C'est une chouette invitation, même avec si je tremble. Alors, donc moi je suis Camilla. Je suis italienne, comme on entend de mon accent, parce que donc je suis italienne. Ça fait 22 ans que je suis en France. Avant, j'ai fait un passage à Londres et je suis praticienne de rolfing depuis 12 ans et praticienne de pilates depuis presque 20 ans. Mais j'étais danseuse avant. Très bien. Voilà. Donc un magnifique parcours très transversal dans le mouvement, et c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Donc, avant qu'on commence, forte de cette expérience dans le corps et dans le mouvement, qu'est-ce que ça t'évoque, La Tête aux Pieds ? La Tête aux Pieds, alors déjà, j'ai trouvé très joli le titre parce que ça m'a rappelé aussi un livre de Odile Roquet, qui est une des personnes qui a créé l'analyse fonctionnelle du geste dans les mouvements dansés, la FCMD. Et c'est surtout cette idée des deux directions, donc le ciel et la terre. Donc, c'est dire qu'on est de la tête aux pieds, ou des pieds à la tête, et en même temps, on est du ciel à la terre, et peut-être même au-delà. Donc, les deux directions de la verticalité, de la gravité. Magnifique. Et c'est marrant parce qu'à chaque invité, ça se ressemble et pourtant c'est très différent. Donc c'est beau cette connexion terre-ciel et même au-delà. C'est riche de potentiel. Ouais. Alors juste avant qu'on commence, tu as parlé de l'analyse fonctionnelle du mouvement dansé, c'est ça ? Du geste dans le mouvement dansé. Du geste dans le mouvement dansé. Parce que il se trouve que tu n'es pas seulement, tu fais tellement de choses. Donc tu fais du pilates, du rolfing, mais tu es aussi formatrice dans cette analyse du geste du mouvement dansé. Alors moi j'ai fait une formation, donc il y a 3 niveaux de formation. Moi j'ai fait la formation jusqu'aux 600 heures. Donc, je suis pas analyste du mouvement parce que normalement, c'est encore 300 heures après. Mais entre-temps, j'ai choisi le rolfing parce que les choses dans ma vie sont arrivées comme ça aussi. Les thérapies et tout ça, c'est un choix et pas choix. Ça arrive et du coup, je suis un peu le courant. Et par contre, j'interviens dans la formation professionnelle, effectivement, pour les formateurs, en fait, en analyse fonctionnelle du mouvement, où j'apporte mon savoir, ou les petites choses que je touche, ou ma pratique, dans comment on peut l'appliquer la danse, le travail du toucher. Le travail des touchés des fascias et le principe du rolfing par rapport à la gravité, comment on peut faire le lien au mouvement et à l'éducation du mouvement pour les danseurs. Ok, donc gros niveau quand même. Donc il n'y a pas de raison d'être stressé en fait. Tu es tout à fait compétente pour répondre à mes modestes questions. Alors tu parlais du rolfing et le rolfing, alors moi j'ai découvert ça quand j'ai commencé à me former au pilates, mais est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est ? Alors le rolfing, c'est Ida Rolf qui est l'inventrice en fait de cette méthode, a commencé un peu ses recherches dans les années 50. C'est une des premières femmes à s'être diplômée à l'université en biochimie en 1926. Donc ça il faut le dire parce que c'est une méthode qui a été créée par une femme. Alors il y en a pas beaucoup. Si on pense à Feldenkrais, Alexander, Pilates, c'est beaucoup des hommes, mais il y a eu aussi des femmes, et notamment Ida Rolf. C'est un travail d'éducation posturale à travers le travail sur les fascias, et ça se base vraiment, le principe de base, c'est pas seulement avoir un travail du toucher sur les fascias, mais mettre le fascia dans un contexte de la gravité. Ça veut dire, elle est partie du présupposé que la gravité nous façonne.
la température change, l'atmosphère change, la lumière change, la gravité, elle est constante. Et donc, nous, on bouge comment on bouge parce qu'on est soumis à la force de gravité. C'est pas un hasard que, effectivement, quand on part dans l'espace, on est obligé, au-delà de l'uniforme de l'astronaute, que l'astronaute, il est obligé de sauter. Il peut pas marcher. Parce qu'on est en absence de gravité. C'est pas un hasard que les plantes, quand ils naissent sur Terre, ils vont grandir avec les racines vers la Terre, donc vers les pieds, et l'autre partie vers le haut. En fait, pour longtemps, on pensait que c'était vers la lumière, mais en réalité, c'est vers la gravité. Et l'idée, c'était de travailler avec cette gravité parce qu'elle nous influence tout le temps. Elle est tout le temps là et nous, on doit faire avec. Et or, les fascias, c'est ce réseau magnifique de tissus qui va justement amortir les tensions données par la gravité et qu'on peut s'en servir par rapport à ça. Les plantes, je disais tout à l'heure, effectivement, quand ils poussent ils ont fait des tests quand ils poussent sur, là-haut, dans l'espace, là-haut, le au-delà, le fameux au-delà, et en fait, les racines, elles poussent dans toutes les directions. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de se dire vraiment de parler de la gravité avant tout, avant de parler d'une technicité sur les fascias, qu'effectivement, ça a été la pionnière du travail des fascias. Il y a eu Steele d'abord, qui était un inventeur de l'ostéopathie, mais il le touchait pas beaucoup en termes... il était plus sur un autre discours. Forcément, il allait travailler les fascias parce que le périoste, ce qui enveloppe les os, il va travailler dessus. Mais elle a été vraiment la première à les recherches sur les fascias. Ok. Alors, est-ce que tu peux juste terminer un petit peu sur le parcours d'Aida Rolf, comment elle est passée de la biochimie à ce que c'est que le rolfing, donc une méthode de massage des tissus profonds, si j'ai bien compris. Et ensuite, on reviendra un peu sur ce que c'est les fascias. Alors, Aida Rolf, elle travaillait pour l'Institut de Rockefeller et notamment dans le service de oncologie. Et donc, elle a commencé à travailler sur les fascias vraiment d'un point de vue chimique, biochimique, par rapport à voir les cellules, par rapport aux cellules cancérogènes. Et ensuite, elle a commencé à s'intéresser à l'ostéopathie. Elle a fait des cours d'ostéopathie crânienne, de la gestalt thérapie, beaucoup de hatha yoga, et puis elle a commencé à développer cette méthode, sachant qu'elle s'est vraiment développée dans les années 60 dans le Colorado. Or, même maintenant, le Colorado, c'est New Age Place. Dans les années 60, c'était encore plus. D'accord. Donc, elle avait créé cet institut où ils travaillaient tous ensemble. Et effectivement, il y a une branche qui était plutôt aussi liée justement au spirituel, etc. Mais c'était vraiment des lieux de recherche jusqu'à quand, après, elle a créé vraiment avec ses elders, c'est l'institut. Et elle n'était pas facile. Il paraît que c'était une femme très carré. Très carré, on va dire ça. Mais donc, pour qu'on comprenne, elle a commencé à étudier le corps sous l'angle biochimique dans le cadre d'une recherche en oncologie, donc en traitement du cancer. Et ensuite, elle a évolué vers une méthode de massage, c'est ça? Ouais, et de thérapie, vraiment de travail d'éducation. Elle a voulu créer cette idée d'éducation. Ça veut dire qu'effectivement, le rolfing, une des particularités, c'est que c'est un cycle de 10 séances, qui s'appelle The Recipe, étalé sur plusieurs mois. Et dans chaque séance, on va travailler différentes parties du corps, mais surtout par rapport à une idée de motricité et fonctionnelle. Ça veut dire on travaille structurellement, mais elle a complètement eu une vision fonctionnelle, du début à la fin. Alors, est-ce que tu peux expliquer la distinction entre structure et fonction? Ça veut dire que dans la fonction, elle a mis vraiment peut-être un os, par exemple, ou une articulation. Ils ont les bonnes rotations ensemble. L'os, il est bien mis. On peut être un statique très bien aligné. On commence à bouger. Il va manquer quelque chose dans les coordinations du mouvement. Et c'est ça qui allait l'intéresser. Je fais un exemple. En fait, la toute première séance, au départ, quand elle a créé la méthode, elle avait créé en partant, on va travailler la posture, ça part des pieds. Donc, on va travailler les pieds. Donc, très bien. Et puis, elle s'est dit, mais il y a quelque chose d'autre. Et donc, elle a créé quand elle a vraiment développé la récipe des 10 séances, elle est partie plutôt de se dire, mais en fait, non.
la première chose qu'on fait, c'est on respire. On sort du vagin de notre mère ou du ventre, et il nous arrive 2 choses. L'air, première chose, et la gravité. Et donc, elle a travaillé sur cette idée de trouver une capacité d'y aller vers quelque chose, donc d'aller vers l'extension, vers l'espace, pour pouvoir prendre l'air et respirer. Et ensuite, elle a mis les pieds après. Alors que souvent, dans beaucoup de choses de posture, on va travailler d'abord le pied. Et elle est partie dans l'autre point de vue, en fait. Okay. C'est pour ça que je dis elle est complètement fonctionnelle. Complètement dans cette idée du mouvement et des coordinations du mouvement dans la posture. Mais est-ce que tu pourrais expliquer de façon très schématique ce que c'est l'opposition entre la structure et la fonction ? La structure, c'est les os, les muscles, comment ils se placent, comment ils devraient être dans leur rotation physiologique pour que le mouvement il se fasse bien. Mais il n'y a pas... C'est hors contexte gravitaire, justement. La fonction, c'est comment la structure va donner un mouvement dans le contexte gravitaire. Ok, donc comment ces muscles et ces os, ils vont travailler ensemble pour faire des gestes, quoi. Et par rapport à la gravité, et puis par rapport à la gravité, c'est un concept très large. Ça veut dire qu'en fait, il va inclure la partie de la structure, mais il va inclure aussi le contexte social. Ça veut dire, et historique. On ne bouge pas maintenant en 2022 comme on bougeait début du siècle. Les habits, c'est pas les mêmes. Le contexte, les différents types de contextes. Là, on sort de 2 ans de pandémie, on est resté enfermé chez soi. Donc déjà, on bouge de manière différente. Et donc, l'idée, c'est que la fonction va inclure tout ça. Et donc aussi... Si on veut, nous, en Rolfing, on dit plutôt la biopsychologie. On va pas parler justement de psychologie tout court, mais on va parler plutôt de biopsychologie. Ça, c'est plutôt Pedro Padro, qui est un grand rolfeur brésilien, qui est psychologue au Brésil et qui... ça a été un de mes enseignants, donc en fait, je suis pas... Mais non, mais on est tous façonnés par nos enseignants. Voilà, J'en et parlais puis c'est dans un quelqu'un épisode. qui travaille beaucoup sur ça, beaucoup sur la relation, parce qu'il part du présupposé que quand c'est une éducation, si on reprend Ida Rolf, quand c'est une éducation, c'est au moins à 2, si pas à 3. Il y a le rolfeur, le client, et il y a la relation, qui est la 3e personne. Donc ça, c'est la chose fondamentale. Et Pedro Padro, du coup, il intègre en fait le côté psychologique à l'intérieur du corps, qui n'est pas de traiter directement la psyché, parce que notre point d'entrée, c'est le corps, mais qui forcément, la psychologie, elle est influencée pour la psyché et vice-versa. Ok. Donc c'est aussi un peu la tête aux pieds, la biopsychologie, en fait. Un peu. Donc voilà. C'est ça l'idée centrale de ma recherche et des rencontres que je fais avec mes invités, c'est d'essayer de montrer que les deux sont en lien. Et donc il y a une infinité de façons de connecter le corps et l'esprit, mais que ça peut être thérapeutique autant pour le physique que le mental. Du coup, ça m'est venu à l'esprit parce que par rapport à la gravité et par rapport au Pilates, on parle beaucoup de powerhouse, du centre et tout ça. Alors que quand on reprend son livre, il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de gravité. Joseph Pilates, tu veux dire ? Oui. Énormément. Donc, le centre, comment je le conçois maintenant, c'est un carrefour de force. C'est le carrefour des forces qui vont de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et non pas cette idée de « Ah, c'est là, etc. » Mais c'est vraiment ce carrefour qui est important, qui est fondamental. Mais alors, du coup, pour préciser, donc ça, le centre en Pilates, c'est une région qui est... ça dépend des approches, mais en général, c'est les abdominaux, le diaphragme, les muscles profonds de la colonne et le périnée. Et que on peut voir le Pilates comme une méthode qui renforce ça pour avoir des super abdos, mais que on a évolué un petit peu, et donc plutôt que d'être quelque chose d'isolé, en fait, toi, tu parles de carrefour qui connecte donc le haut et le bas, et l'avant et l'arrière. Personnellement, je pense que toute la méthode est comme ça. Oui. Quand on travaille sur un réformeur et on commence ses premiers footwork, qui est un des premiers exercices qu'on fait sur le réformeur, c'est la connexion justement de la tête aux pieds. On est malin, on travaille allongé. Pareil, en rolfing, pourquoi on travaille sur la table ? Parce qu'on a moins la force de gravité. Et après, c'est comment je le retrouve debout. Et ça, c'est la 3e étape qui est l'intégration.
Alors, voilà. du coup, on va pour que ce soit compréhensible, on va juste terminer sur le rolfing et après on parlera du Pilates et de toutes les techniques somatiques. Donc, un élément que tu as déjà évoqué un petit peu, c'est les fascias. Ce sont les fascias. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliquer, puisque c'est un terme maintenant dont on entend un petit peu plus parler, là il y a eu un reportage sur Arte il y a quelques années, c'est rentré un peu dans le langage courant, sans qu'on sache forcément très bien ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que c'est, semblerait-il, vraiment fondamental à la fois pour la posture et le mouvement, mais même pour la psyché. Donc, qu'est-ce que ce serait les fascias ? Je voulais reprendre une phrase d'Aïda Rolf qui il disait les fascias sont l'organe de la forme. Et c'est très beau parce que c'est cette idée que les fascias, déjà le mot étymologique, ça vient des fasciae, du latin qui veut dire enveloppe, bandé, bandage autour. Donc, en manière très schématique, on pourrait dire c'est tout ce qui enveloppe les fibres du muscle, en fait le muscle, chaque fibre des muscles, chaque nerf, chaque tendon, chaque os, chaque partie différente des fascias, il y a différents noms, forcément par rapport à leur, à leur fonction, mais c'est ce réseau des tissus qui ont une structure plutôt fractale, donc pas linéaire, mais plutôt comme une toile d'araignée, on va dire, et qui soutient en fait le corps. Aïda Rolf, elle disait, on pourrait enlever les os et garder seulement le tissu conjonctif, et le corps humain, il aurait la même forme. Donc, les fascias, on pourrait dire que quand il y a une tension quelque part, si j'ai une tension au niveau de l'épaule droite, il pourrait y avoir une résonance jusqu'au pied gauche. Comme un tissu, effectivement, un t-shirt qu'on tirait d'un côté et de l'autre. Ok, donc c'est présent partout et c'est pas forcément de façon autonome, mais ça va envelopper en fait tous les éléments du corps, que ce soit donc le squelette, les muscles ou même les organes, c'est ça? Et souvent, par exemple, je parle des choses assez, des bobos du quotidien qui sont souvent évoqués, par exemple les lombalgies ou les sciatiques. Souvent, c'est pas forcément le nerf qui a un problème. Souvent, c'est le fascia autour du nerf qui serre en fait le nerf et qui du coup le passage va pas se faire et du coup la douleur elle va partir. Parce qu'effectivement tout le système facial il est influencé énormément par le système nerveux. Ensuite c'est un tissu qui est composé majoritairement de collagène. Après, selon les différentes fonctions, il va avoir plus d'élastine, s'il doit être plus élastique, ou plus réticulaire, comme s'il doit être, par exemple, le fascia du foie, qui doit être plus compact. Donc, selon, après, les types de fonctions qu'il doit avoir, il va avoir des composantes différentes. Mais en général, il est beaucoup composé de collagène. Ok. Donc, et du coup, il a cette substance gélatineuse. Et par rapport, on parlait d'Aïda Rolf, comment elle est arrivée à étudier les fascias. Au départ, elle est partie vraiment de la thixotropie. Alors, qu'est-ce que c'est la thixotropie? C'est joli comme ça, mot. Oui, c'est très joli, je ne connaissais pas. Tu as ta bouteille de ketchup, Adrien, et tu veux mettre ton ketchup sur tes frites. Qu'est-ce que tu fais? J'agite. J'agite. Donc, tu appliques une force. Ok. Ça veut dire quoi? Appliquer une force sur une substance gélatineuse, parce qu'elle a une substance, les fascias plutôt gélatineuses, vu le collagène, pour qu'il puisse se liquéfier. Et le rolfing, c'est exactement la même chose. Rolfing ou fasciathérapie ou ostéopathie, sens large. On va mettre appliquer une force, dans ce cas, c'est le toucher de la main, qui n'est pas forcément une force violente. Elle ne doit pas être forcément une force violente ou douloureuse, même surtout pas douloureuse, pour pouvoir liquéfier et faire si que chaque structure de fascia soit indépendante l'une de l'autre. Ok, voilà. Parce que c'est comme des couches, de tissus qui ont besoin de glisser les unes sur les autres, en fait. Exactement. Et donc, ça coince un peu quand Quand il y a un accident, des contractions, ils peuvent se coincer un petit peu. Du coup, ils sont pas irrigués. Du coup, il n'y a pas ce liquide, il n'y a pas les collagènes et ça peut bloquer. Et ça rend indépendant aussi chaque muscle l'un de l'autre. Donc, ça, c'est important qu'ils puissent glisser les uns sur les autres. Oui, parce que sinon ça fait des paquets, donc ça bloque un petit peu l'expression, par exemple, de la force de chaque muscle et ça restreint le mouvement des articulations, etc. Oui.
Donc tu parlais du fait que la gravité c'est vraiment un élément essentiel dans la formation du corps et dans le mouvement et que donc les fascias s'organisaient par rapport à la gravité. Il y a une notion, me semble-t-il, en rapport avec ça qui s'appelle la tenségrité. Oui. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est la tenségrité ? Alors, on va partir du présupposé, comme tu disais avant, et du coup on parlait de fonctionnel et structurel. La biomécanique telle qui était pensée avant, c'était un assemblage de parties solides, donc les os, qui s'articulaient entre elles pour permettre le mouvement et on était ému par rapport aux muscles. Or maintenant, on sait de plus en plus qu'en réalité, les os, ils s'articulent entre eux par des éléments de tension. Donc ces éléments de tension peuvent être justement le tissu conjonctif. Donc la structure des fascias, justement, c'est cette structure tenségrique qui est où les parties solides ne se touchent pas entre elles, mais ils flottent à l'intérieur d'un système de réseau, de toile, et qui crée cette tension et ils sont bougés par les tensions. En réalité, c'est une terminologie qu'on utilise maintenant dans le corps, en fait, dans l'étude du mouvement, mais qui en réalité vient de l'architecture et qui était justement ces structures qui ont été souvent créées au départ pour s'adapter, par exemple, aux tremblements sismiques. C'est-à-dire que si j'ai des choses solides qui s'articulent entre eux, un immeuble, il va être moins stable. Un immeuble de tension, de création, en fait, d'architecture tenségrique, il va réagir par rapport à la tension. Et donc, une structure tenségrique, c'est quelque chose que tu peux la modifier par rapport à une tension, une direction qui va te donner, mais revenir à sa forme d'origine. Et les fascias, c'est exactement ça. Ok, donc plutôt que les os ils soient empilés les uns au-dessus des autres, c'est un peu comme s'ils flottaient dans une toile d'araignée. Exactement. Et qu'ils pouvaient bouger grâce à ça, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment un assemblage de modules solides qui sont sous contrainte d'éléments de tension. Et donc c'est dans les années 20 qu'on a commencé à travailler avec Fuller des structures tenségriques. Pour le moment, c'est plutôt des grosses constructions, des ponts. On n'a pas encore réussi à faire des maisons. D'accord, des maisons. Il faut que ce soit massif pour que ça fonctionne au niveau architectural. Ils ont essayé, mais c'est surtout que du coup, il y a trop de contraintes d'architecture, dans la cuisine, etc., qui va être compliqué. Mais c'est dire vraiment que c'est quelque chose qui peut subir une tension et revenir à sa forme sans se casser. C'est un peu les petites jouets, un exemple de structures tenségriques, c'est les petits jouets en bois des enfants qui sont des petites bâtonnets en bois, mais les bâtonnets en bois, ils se touchent pas, c'est un son qui est relié par des élastiques. Et donc ça, c'est une tension et le corps humain, il est construit de cette façon. Même la fameuse colonne vertébrale, le mot en lui-même, colonne, il est... Trompeur. Il est trompeur parce qu'en fait, une colonne, on pense quelque chose de rigide. Alors, une colonne est tout sauf rigide. En fait, elles sont pas empilées les uns sur les autres, les vertèbres. À un moment, on le pensait comme ça, et juste avec la disque intervertébrale. Mais le disque intervertébral, il est connecté avec d'autres choses. Pareil, la vertèbre, elle est connectée avec tous les tendons et les ligaments à les autres parties, à les autres structures. Donc, c'est l'idée que c'est pas un ensemble solide de choses, mais qui flotte justement à l'intérieur. Dans le rolfing, tu travailles avec le toucher sur les fascias. Oui. Mais il y avait, il me semble, enfin moi, quand j'ai commencé à entendre parler du rolfing, on m'a dit, ah oui, en fait, on te laboure les fascias avec le coude et les phalanges et tout ça, et ça fait très très mal, mais après, c'est libérateur. Alors, tu me parlais du Pilates, que ça évolue. Mm-hmm. Heureusement, les méthodes évoluent. Effectivement, je reviens dans les années 60 à Denver, dans le Colorado, et à Boulder, pardon. Là, Boulder, c'est là où il y a l'institut de rolfing, en fait, principal américain. Après, on a l'institut européen qui est à Munich, et après, dans chaque pays, on a les organisations de chaque pays. Dans ces années-là, ils y allaient. Ouais, effectivement, un de ses surnoms d'Aidarolf, c'était Elbow. Ça veut dire quoi, ça? Le coude. Ah oui, Elbow, ok, d'accord. Donc, c'était un de ses surnoms. Et maintenant, nous, on y va encore avec le coude, mais on y va, on a eu
toutes les recherches qui ont été faites sur les différents réflexes par rapport au système nerveux. Donc, on sait que quand il y a une douleur, surtout que la douleur, on sait que maintenant, elle est neurologique, elle n'est pas réellement physique. Si je vais trop fort, pour l'organisme, ça va être alerte, danger. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner l'ordre aux muscles de se contracter, aux fibres de se contracter. Donc, oui, au départ, il va y avoir un relâchement qui est dû à la force, à la thixotropie. Ouais. Mais en fait, au niveau du système nerveux, il va rester inscrit que ça, c'est une douleur, donc danger. Donc, l'idée, c'est comment je peux y aller en profondeur, pardon. Je rentre d'Italie, ça c'est ça. En profondeur, sans que j'ai besoin, effectivement, de mettre les phalanges, ou je mets les phalanges, mais toujours avec la personne. On parlait de la relation tout à l'heure. Effectivement, pour certains, c'est pas la même chose. Pour certains, ils ont besoin juste que tu touches avec le bout de ton index. Pour d'autres, tu peux y aller avec l'avant-bras. On y va plutôt avec le plateau des Luna qui est plus plat plutôt qu'avec le coude, quand même. Ouais. Donc, même les techniques, elles ont évolué plutôt pour pas avoir mal. Oui. Il y a eu beaucoup de cette idée, effectivement, du rolfing que ça fait mal. Ça a évolué depuis. Mais c'est vrai qu'au départ, il était comme ça. Il ne faut pas le cacher. Voilà. Un petit peu bourrin, comme on pourrait dire. Mais ça a bien changé, parce que moi, j'ai fait une séance avec toi et j'ai pas du tout eu mal. Donc, voilà, tu es porteuse de cette évolution, quoi. Mais je pense que toutes les méthodes somatiques, alors quand je mets les techniques somatiques, c'est vraiment la grosse chapelle qui est aussi de l'éducation au corps. Pour moi, le Pilates, il fait partie. Pour longtemps, on l'a pas mis avec, mais je pense qu'il faudrait lui redonner sa valeur aussi autour de ça. Toutes les techniques, elles ont évolué parce que si tu restes figé, comme on disait tout à l'heure, on ne bouge plus, on n'est plus les mêmes personnes, on a une manière de vie qui est complètement différente. Tiens, Pilates, il en parlait dans son livre de la question de la ville qui a évolué, des travaux, etc. Qu'est-ce qui s'est engendré, les travaux des villes. Et une technique qui meurt pour moi. C'est beau quand justement on peut évoluer dans ça et comprendre comment, sans changer les principes de base, la technique en soi juste peut évoluer. C'est la technique qui évolue, mais pas le fond. Oui. Et c'est la même chose un peu pour ça peut être la même chose en yoga ou en arts martiaux, ou voilà, il faut garder l'esprit, mais la forme peut changer. Alors justement, donc pour résumer, donc toi tu pratiques le rolfing qui est une méthode de massage des tissus profonds, mais tu mets ça en lien avec des techniques de mouvement. Tu parlais de technique somatique tout à l'heure. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est la technique somatique? Alors c'est un terme qui est né dans les années. Le nom technique somatique il est né dans les années 70, plutôt lié au milieu de la danse, notamment de la danse contact. Soma du corps en fait, se dire corps en grec, mais qui justement on parlait de la tête aux pieds, qui englobe beaucoup plus de choses. C'est-à-dire c'est pas seulement le corps physique, les os, les muscles, etc. Mais c'est aussi le mouvement, la biopsychologie, la structure dehors, le contexte social. Et quand on entend technique somatique, c'est vraiment quelque chose qui va dans l'essence de l'éducation. Je sors un peu du cadre, mais je cite pour moi une grande pédagogue du siècle dernier, qui est Maria Montessori, qui disait « aide-moi à faire tout seul ». Et l'idée, c'est vraiment ça, une technique somatique en fait, nous, on est juste porteurs de quelque chose. On n'apprend rien. Moi, je n'apprends rien. On est juste... Voilà, on transmet quelque chose, mais c'est la personne qui doit faire tout seul, en fait. Et nous, on est juste là pour l'aider, comme on ferait avec nos enfants. Oui, c'est vraiment un travail d'éducation, quoi. Ouais. Et donc, toi, tu as pratiqué la danse. Ça, c'était ton premier contact avec le corps, disons. Et est-ce que tu peux expliquer rapidement quel a été ton parcours? Parce que c'était ça qui était fondateur du reste. Moi, je viens d'études de danse classique, bien signé au conservatoire de Milan, dans l'école de Luciano Novaro, qui était une vieille école. On faisait encore du caractère, qui était l'école qui préparait pour la Scala de Milan, donc pour l'opéra de Milan.
J'ai passé mon examen à l'Opéra, à la Scala di Milan. J'avais réussi la partie technique. Donc, comme petite gamine de 11 ans, j'étais aux anges. Et la partie physique, je ne l'avais pas passée. Parce que la partie physique, à une époque, tu avais quelqu'un qui te mesurait, des médecins, et qui contrôlait effectivement comment tu peux évoluer. Effectivement, je suis une femme méditerranéenne. Et donc, je ne rentrais pas dans la forme du ballet classique, peu importe. Ce qui fait que ça m'a mené à faire de la natation synchronisée. D'accord, ok. Ça, je le nomme très peu reconversion. Et après, je suis retournée à la danse avec le contemporain. Ok. Voilà. Donc, j'ai eu un passage en natation synchronisée parce que c'était une manière de danser dans l'eau, d'accord, gravité, c'est intéressant. Oui, c'est une constante. Voilà. Et après, retourner par le contemporain où j'ai commencé par du technique Cunningham. Et après, j'ai continué par différentes techniques. Je suis partie à Londres, justement, en Laban School. Ouais, Laban, on en a parlé dans un épisode avec Daniel au sujet de la notation de la danse. Mais donc, Laban School, c'est un petit peu... C'est l'une des écoles centrales de danse en Europe, quoi. En Europe. Il y en a, voilà, à Londres particulièrement, en contemporain, il y a les Laban School et la London Contemporary School. Et voilà, moi j'étais partie pour la Laban School parce que le principe de Laban, ça m'intéressait beaucoup. C'est un des fondateurs en fait de l'éducation aussi au mouvement. Il a écrit, effectivement, il a fait une écriture de la danse. Il y a 3 écritures de la danse en général. On a Feuillet qui était pendant Louis XIV, Laban 1928 et Beneš en 1955. Donc il y a très peu d'écritures, effectivement, de la danse. Donc cet art éphémère où arrive tout de suite. Lui, il a réussi à l'écrire. Mais après, il a créé des théories. C'était la théorie de l'effort et la théorie des directions, comment le corps il se bouge en différentes directions, et qui fait le lien avec le fascia. C'est-à-dire que quand on travaille les fascias, on a besoin de travailler le corps dans toutes les directions. Si on engendre un mouvement seulement dans un sens, on va créer... Oui, on va renforcer ce sens-là, super, mais on va perdre tous les autres et va peut-être créer des tensions après ou des blessures, etc. Ouais, donc c'est les limites un peu de la spécialisation. Si on fait que dans une seule direction ou qu'un certain type de mouvement, ça, non seulement ça coupe du reste, comme tu viens de dire, mais même ce mouvement-là, il y a des chances pour qu'en fait, il soit moins efficace aussi. Alors que plus on travaille de directions différentes, plus au moment où on a besoin d'aller dans son geste spécialisé, en fait, ce sera plus efficace, quoi. Mais c'est un peu contre-intuitif, mais en fait... Après, moi, je me dis des techniques comme le yoga, c'était exactement ça. Ça veut dire qu'on va faire une posture, on va faire son contraire après. Pas systématiquement, mais c'était ça. Donc, après, au fur et à mesure qu'on avance sur le travail biomécanique en général, sur les études biomécaniques ou même les études du mouvement général, y compris sur les fascias, on sait que plus de mouvements on fait, de tout genre, mieux c'est, y compris les sports dangereux. Ça veut dire que c'est pas, ah oui, attention, il faut pas bouger, il faut bouger. Après, oui, écouter ses limites, dans la limite de son possible. Savoir s'écouter. Donc, s'éduquer tout seul aussi. Et on sait que c'est vraiment ça dont le corps, il a besoin. Donc, voilà. Mais tu parlais du yoga et c'est un peu la version classique, et ça c'est un peu comme le Pilates, qu'une des limites c'est qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont quand même antéro-postérieurs, c'est-à-dire qu'ils sont d'avant en arrière. Par exemple la salutation au soleil, c'est toujours dans un seul plan, c'est toujours d'avant en arrière. Donc... Oui, sur le plan sagittal, ouais. Donc du coup, l'intérêt de la rencontre... D'autres techniques. Voilà, ou de mélanger avec la danse ou les arts martiaux, où le yoga il a beaucoup évolué. Pas toujours en bien, voilà. Mais ça, au moins, ça enrichit beaucoup la gestuelle dans la variété des plans et des directions qu'on prend. Et donc ça, je pense que c'est une raison de plus pour faire évoluer les techniques. Mais même en pilates classique, en fait, où le répertoire, c'était beaucoup d'enrouler du tronc. Et c'était beaucoup d'avant en arrière. Et même le sens des machines, c'est ça, en fait. Donc, c'est très bien. On n'est pas en train de critiquer le Pilate puisqu'on va en reparler plus à fond après. Mais en tout cas, il y a toujours les techniques, pour redire un peu ce qu'on a dit, mais gagnent toujours à évoluer parce que, elles s'adaptent aussi, soit en rencontre avec les autres techniques, soit à l'évolution des connaissances en biomécanique ou en physiologie.
moi, je crois à l'interchange des techniques. C'est-à-dire que, par contre, savoir toujours d'où je viens. Et d'où cette chose-là, elles viennent. Ça veut dire que ça, c'est fondamental de comprendre. Effectivement, le pilate, le yoga, on est plutôt sur un plan sagittal. Si on serait en gyrotonique, on serait plutôt sur un plan transversal. Et ben, je peux utiliser les deux. En arrivant du contemporain, même si j'arrivais du classique, mais après le contemporain actuel, la danse contemporaine actuelle, c'est plein de techniques à l'intérieur, parce qu'on avait le Cunningham, on avait Martha Graham, on avait Doris Humphrey, donc il y a plein de choses qui sont rentrées dans une classe maintenant contemporaine qu'on ferait, on a plein de ces éléments-là. Après, c'est important de savoir ses sources. J'aime ça, savoir d'où on vient. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas les utiliser, mais savoir qu'est-ce qui relève plus d'une chose et de l'autre. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.